Alors, pour parler de la sécurisation des données personnelles, nous recevons Nicolas Arpagian, qui est le directeur stratégie et affaires publiques d'Orange Cyberdéfense. Merci. Effectivement, on va parler données, on va parler protection de ces actifs essentiels qui sont créés chaque jour par les utilisateurs que nous sommes dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, et faire en sorte que ces données aient le bon niveau de protection, parce qu'on va s'apercevoir qu'effectivement, chacune de ces informations a de la valeur pour nous, mais également à l'extérieur. Juste un mot pour parler d'Orange Cyberdéfense. Effectivement, on est au sein de l'activité, qui est une activité ancienne chez Orange, de sécuriser les systèmes d'information et de faire en sorte de rassembler l'expertise d'Orange de manière à ce qu'on ait une couverture internationale pour accompagner les entreprises dans leur déploiement et de faire en sorte qu'on soit à leur côté dans le cadre de leur transformation numérique. En fait, les entreprises, on va s'apercevoir que lorsque l'on va parler de cybersécurité et donc en miroir de cyber-insécurité, l'actualité nous a montré la diversité des circonstances dans lesquelles on va être amené à être éventuellement fragilisé par les systèmes d'information. Ce qui est impressionnant, ce sont les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur qui sont liés au nombre de données qui sont dérobées, au nombre de victimes qui sont concernées. On voit également des zones géographiques extrêmement vastes et c'est effectivement impressionnant parce que dans le monde physique, on a du mal à concevoir ce type d'ordre de grandeur. On va parler de logiciels, on va parler d'équipements effectivement immatériels, mais également, et on l'a vu avec une actualité concernant les puces, des équipements physiques, que ça peut constituer également un élément de fragilisation. Donc on est dans un univers qui est complexe, qui est évolutif et qui concerne les entités, quelle que soit leur taille, leur localisation et leur domaine d'activité. En fait, les entreprises, à l'occasion de leur transformation numérique, vont être confrontées à trois univers qui vont être justement les circonstances rassemblées, et ça on le voit à l'échelle internationale, qui sont effectivement d'une part cette tendance souhaitable, heureuse à la transformation numérique, le fait de l'ouverture, le fait d'interopérer avec des sous-traitants, avec des partenaires, le fait d'exploiter les capacités optimales avec le cloud, avec les objets connectés, qui sont autant d'occasions de bénéficier de cette transformation numérique, mais qui pourraient constituer des éléments de fragilisation de l'ensemble de l'organisation. La même mutation que connaissent les entreprises, le monde criminel la connaît également, et donc on va s'apercevoir que des outils d'attaque vont devenir de plus en plus accessibles techniquement, financièrement, et donc vont constituer des éléments de fragilisation et qu'on va pouvoir voir en quelque sorte une banalisation de l'offre de cyberattaque, et donc il va falloir que les entreprises se préoccupent du fait de pouvoir être exposées, soit parce qu'elles sont la cible précise d'attaquants, soit parce que la nature de leur équipement les a désignés comme étant fragiles, soit par justement cette interconnexion, et on verra que des entreprises ont été victimes par cette contamination. Et puis enfin, on l'évoquait avec les données personnelles, le fait qu'un corpus juridique commence à s'établir dans différents pays, dans différentes zones, qui est justement de désigner des responsabilités, des engagements des détenteurs, que ce soit des entreprises, des collectivités locales, des administrations, qui produisent des données et qui vont être amenés à démontrer l'engagement pris de les protéger de manière à ce que justement ce capital immatériel ne soit pas disséminé, déjà rendu public alors qu'il n'a pas à l'être, mais également ne soit pas exploité par des gens dans une logique malveillante. Et donc on voit cette pression réglementaire qui va venir structurer l'activité. La seule chose, c'est que les données personnelles, on voit bien, surtout qu'on a une définition dans la réglementation européenne qui évoque des données qui permettent d'identifier des personnes, des individus, mais également de les rendre identifiables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, si vous avez la photo de quelqu'un, photo numérisée, vous pouvez, grâce au moteur de recherche, commencer éventuellement à la retrouver, ou plus vous allez avoir des éléments disparates, effectivement, vous êtes capable d'une photo, éventuellement du nom de ville, grâce aux réseaux sociaux, cette information qu'on rend publique et accessible, on va faire en sorte de pouvoir ainsi déterminer les identités et faire en sorte que l'on soit exposé à ce risque numérique. C'est une réalité opérationnelle. J'évoquais la contrainte géographique. C'est vrai que l'actualité des derniers mois a montré
le côté comment dire, fragilisant de cette interconnexion. Prenons des grandes entreprises industrielles. Une de leurs filiales à l'est de l'Europe, en Ukraine, met à jour son logiciel de comptabilité, son logiciel fiscal, de manière totalement naturelle, légitime, bienvenue en termes de protection. Il s'avère que l'infection de cet équipement va venir déstabiliser à plusieurs milliers de kilomètres des sites industriels et un cadre professionnel totalement déconnecté, ou en tout cas géographiquement distant du lieu d'infection originel. Dans le cadre de cet autre grand constructeur automobile, on a une entité au sud-est de l'Europe, en Slovénie. Là aussi, l'interconnexion des systèmes va faire que l'infection intervient dans un pays, les effets sont ressentis à des milliers de kilomètres. Et donc, on voit bien qu'il y a une géographie de la sécurité. Elle ne peut pas se concevoir de manière cloisonnée, de manière contenue strictement dans des pays. Il faut bien avoir une vision un peu globale de la sécurité numérique. En fait, cette transformation va nous obliger à quitter le modèle historique presque confortable du fameux château fort, qui est un nombre d'accès limité, des capacités d'isolement assez simples, des points très robustes ancrés dans un territoire, et faire en sorte que ces emprises soient justement le plus sécurisées possible. C'est facile. On limite le nombre d'accès, on limite les interconnexions, on restreint au maximum la mobilité. Alors, je ne dis pas qu'on a moins de mérite à protéger, mais on voit bien qu'on est moins dans le partage et dans la création de valeur à partir d'échanges globalisés. Pour ce fameux modèle du hub, le modèle de l'aéroport, où on commence à voir des gens qui naviguent d'un point à l'autre, font des sauts de puce, vont à un moment se séparer, vont à un moment, on va distinguer le fret en quelque sorte, c'est-à-dire les matières premières, les matériels des individus. On va voir des régimes juridiques qui vont s'entremêler entre le moment où la donnée est créée, le moment où elle va justement être stockée, et les entités, si on fait l'analogie du commandant de bord, celui qui va diriger le véhicule dans lequel ces données, ces individus se trouvent, qui à un moment va appliquer ses propres règles. Et on voit bien qu'à chaque fois, on va naviguer dans des environnements juridiques, techniques, complexes, et pas forcément connus de l'acteur initial. Et donc, il va falloir avoir cette réactivité-là qui est nécessaire parce qu'en tant qu'utilisateur, on voit bien, on apprécie cette mobilité, cette fluidité, cette interopérabilité. Et donc, faisons en sorte que cette mutation se réalise, et on pourra en tirer les profits, les bénéfices, mais par contre qu'elle se fasse dans un univers de confiance. Et donc, ça va nous obliger à rompre un certain nombre de barrières dans des organisations, dans des écosystèmes, de manière à avoir, justement, savoir comment je peux faire pour identifier ces actifs importants, et comment je vais faire pour leur donner le bon niveau de proportionnalité. En fait, pour résumer un peu la situation, si je prends cette image, tout le monde a parfaitement fait son travail. Le directeur marketing a fait en sorte que les prix et le produit correspondent à la demande. La personne en charge de la production a fabriqué l'outil qui correspond précisément à l'usage. En l'occurrence, une pince, c'est la pince qui nous intéresse sur la photo, vous aviez bien compris. Et faire en sorte que celui les a rendus disponibles aux consommateurs. Tout le monde a bien fait son travail. Sans être un étalagiste professionnel, vous voyez bien que lorsque l'on va se préoccuper de sécurité, il est possible que l'assemblage de toutes ces compétences, toutes performantes, tout le monde a fait son job. Simplement, quand on voit le résultat final, on se dit que l'outil qui a le plus de valeur, c'est certainement le cas avec cette pince impressionnante, c'est de faire en sorte qu'elle n'est pas si bien protégée que cela, alors que même si on auditait séparément chacun des comportements, ils sont exemplaires. Il n'y a pas de faute commise. Et donc, il faut bien avoir en tête à chaque fois cette logique de l'organisation de la sécurité qui doit bien trouver sa place dans chacune des étapes de cette transformation numérique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rajouter de la sécurité après, mais bien pendant, de manière à ce que, au fur et à mesure, la construction numérique, au regard de ce qu'on va lui confier en données personnelles, en argent, en secret de fabrication, soit pas mis en difficulté par justement l'application de règles juxtaposées, côte à côte, de quelque chose qui est peut-être intelligent séparément, mais qui, collectivement, dans le tableau impressionniste composé par ces petites touches, devient quelque chose de contre-performant. En fait, au-delà de la blague, parce qu'il est assez rare de voir des assureurs plaisanter, donc je suis heureux de vous offrir cette opportunité de partager un humour d'assureur, qui a produit et rendu public il y a quelques semaines
ce rapport disant à des grands comptes, donc c'est un assureur américain, AIG, qui dit effectivement, si vous aviez 100 € à miser, qui interroge ses grands clients mondiaux en disant, si vous aviez 100 € à miser, quels sont les secteurs qui pourraient faire l'objet d'attaques systémiques dans les prochains mois? Vous voyez évidemment que, alors évidemment, au-delà de la proportion, mais c'est que tout le monde est concerné. Dès lors qu'on a mis du numérique, dès lors qu'on a mis des process, on a des données dans les services financiers, dans les télécoms, évidemment, mais dans l'énergie, les transports, tout le monde, à un moment ou à un autre, est partie prenante de cet écosystème. Il est d'autant plus exposé à ce risque qu'on a une offre de cyberattaque qui, elle, se consumérise. Accessible techniquement, accessible financièrement. Et donc, on voit bien que ce soit pour, là, en l'occurrence, procéder à des blocages de sites Internet par des opérations de déni de service. Vous savez, quand vous avez des connexions simultanées en grand nombre d'internautes qui, à leur insu, évidemment, subissent ces attaques et donc mettent hors d'état de fonctionner un site Internet, évidemment, les puissances de ces connexions simultanées seront proportionnées, là encore, à la capacité de robustesse, à la capacité de résistance du site Internet visé. Il est évident qu'un grand site de e-commerce exigera une mobilisation plus importante qu'un site vitrine d'une collectivité locale. Et là, on va s'apercevoir qu'il va être important, et c'est là où Orange, avec son expertise, son antériorité, son savoir-faire d'opérateur, va être quelqu'un qui, par justement la compréhension de son univers technique, être à même d'apporter des réponses, à même de juguler ce type d'attaque. Le pirate fait preuve de créativité à partir du moment où un logiciel malveillant, qu'est-ce que c'est? C'est un code informatique. Et on a constaté, dans le cas d'attaques de rançongiciel, ces attaques qui chiffrent les données de celles et ceux qui ont cliqué sur un lien, une pièce jointe, et promettons en échange d'une rançon, pas forcément coûteuse, mais en tout cas suffisamment lucrative dès lors qu'elle est additionnée à une grande échelle, de se poser la question, de se dire que, effectivement, comment on fait face à ce type d'attaque? Et on va s'apercevoir que le pirate, au bout d'un moment, va rendre public son code. Ce n'est pas une œuvre généreuse de sa part, simplement, il espère, et il obtient, dans le cadre de cette rançongiciel, effectivement, de WannaCry, que d'autres gens qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas de lien géographiques, amicaux, financiers, idéologiques avec lui, vont être amenés à l'utiliser, et vous voyez bien qu'on commence à voir apparaître des exploitants opportunistes d'une technique offensive. Et donc, ce qui veut dire que nous allons, des entreprises, des zones géographiques non concernées initialement par l'attaque originelle, vont à un moment être amenés à faire face à ces attaques-là. Donc, même des zones qui n'ont pas été infectées pourront faire l'objet d'une fragilisation. Et on va voir surtout des gens qui, à partir du moment où vous leur donnez un code, vont essayer de l'agrémenter. C'est tout d'ailleurs l'état d'esprit du hacker dans cette notion positive ou constructive de quelqu'un qui cherche à mettre sa patte, sa main sur une solution. Bon, en l'occurrence, ici, elle est malveillante, mais on voit bien qu'on va avoir des déclinaisons multiples qui vont donner des modes opératoires distincts et qui donc vont fragiliser encore plus l'écosystème. Et donc, il va falloir avoir cette connaissance, cette capacité de comprendre l'environnement auquel on est confronté. J'évoquais dans cette pression, cet équilibre des forces qui se rassemble l'entreprise, le fait qu'on fixe des obligations. Ces obligations, elles sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles fixent déjà pour les organisations, les entreprises notamment, un agenda. Là où tout le monde pouvait convenir de manière presque mondaine que la donnée est importante, là on commence à mettre des dates, on commence à mettre des responsabilités financières. Et donc de se dire, à partir de telle échéance, le mois de mai 2018 pour le règlement général sur la protection des données, il faut que vous ayez mis en place une politique précise d'identification des données personnelles, d'indexation de celles-ci, qui les utilise, quelles sont les finalités pour lesquelles vous compilez ces données personnelles, comment est-ce que vous pouvez justifier du traitement de celles-ci, comment vous pouvez justifier qu'elles sont et dans quelles conditions transférées à des tiers, des partenaires ou des entités filiales. Et donc, il va falloir avoir cette exigence d'identification et de suivi de la donnée. Et c'est donc une démarche qui est évidemment contrainte par un agenda juridique, mais qui est constructive parce qu'effectivement, elle amène à s'interroger dans une société de l'information qui produit, stocke et croise de la donnée des engagements et une responsabilisation particulière. Dans le cadre de la directive Nice,
on est dans la même démarche. Il s'avère qu'elle est peut-être moins connue que le règlement général sur la protection des données, mais cette directive NIS s'applique à l'ensemble, alors pour l'instant, des 28 pays de l'Union européenne. Des lois de transposition doivent intervenir. Si on prend le cas de la France, ont déjà commencé à voter des textes, vont entrer en vigueur le 9 mai 2018, et c'est la beauté du système juridique en l'espèce, mais les entreprises concernées ne seront connues qu'au mois de novembre 2018. Donc évidemment, on a un agenda qui peut sembler un peu décalé, mais là encore, c'est désigner des acteurs qu'on qualifie d'opérateurs de services essentiels, c'est-à-dire des entreprises qui, si elles étaient défaillantes, mettraient en difficulté un collectif national. Et donc on voit bien que des entreprises de secteurs différents, de tailles différentes, vont être concernées. Et dans ces deux cas, on voit également que leurs sous-traitants vont l'être par rebond. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise qui est plus petite pourrait s'estimer à l'abri de ce type de dispositif. Parce que sa taille, ou au contraire, elle n'a pas l'impression d'être au cœur de ces services essentiels. Il n'empêche que dès lors qu'elle pourrait constituer un élément de fragilisation de l'activité de son grand donneur d'ordre, ce donneur d'ordre sera amené, à n'en pas douter, à faire le tri dans ses sous-traitants en disant « mais est-ce que tu n'es pas le point de fragilisation ?» Puisque le législateur est très clair, le responsable, c'est le donneur d'ordre, ce qu'on qualifie de responsable de traitement. Il ne pourra pas s'exonérer, se dédouaner en disant « ah mais attendez, moi j'ai fourni ces données à un sous-traitant, c'est lui qui a été attaqué, je n'y peux rien ». Non, parce que le titulaire de la donnée, à l'occasion de la perte ou du vol de la donnée, n'a pas à savoir que la grande entreprise a fait l'objet à confier à des tiers les données en question. Donc on va s'apercevoir qu'on va bien parler dans ce qui va être ce voyage de la donnée d'une ambition qui va être forcément internationale. Et c'est là où on voit que les pays européens, la plaque européenne, évidemment, se construit dans cette logique-là. Donc même ceux qui veulent être les sous-traitants de l'un ou avoir des débouchés chez les autres pour assurer leur prospérité, ne pourront pas faire l'économie de ce déploiement. On est bien sur une prise en compte qui est globale. En fait, un des éléments structurants en termes d'attaque, c'est également, de prise en compte de la menace, c'est bien cette problématique qui peut être technique, qui peut être juridique, avec l'application du règlement européen ou de la directive Nice, mais qui est également financière. Alors c'est un moteur qui va concerner notamment les entreprises soit cotées, soit celles qui cherchent de l'argent sur les marchés, ou en tout cas dans le secteur bancaire. Mais effectivement, on voit bien qu'il va y avoir cette prise de conscience de la part de ceux qui ont en charge la notation des entreprises de dire « qu'as-tu fait de ta cybersécurité ? Peux-tu justifier que tu ne seras pas fragile ou que tu ne seras pas exposé à des sanctions ou que ton patrimoine immatériel ne peut pas faire l'objet de piratage, d'interception ?» Alors, on ne pourra jamais l'empêcher, mais en tout cas qu'il n'est pas particulièrement exposé dans ce domaine-là. Nous avons cartographié un certain nombre d'attaques ou en tout cas d'éléments qu'il faut garder à l'esprit et dans lesquels la donnée va jouer un rôle central. J'évoquais le cas du chiffrement. C'est effectivement, et hélas, il faut le dire, une des attaques les plus performantes, les plus rentables. Le retour sur investissement, au-delà de, justement, il n'y a pas mettons de côté la question évidemment morale, mais l'efficacité du dispositif fait que si les victimes sont prêtes à payer, vous avez un mécanisme, hélas, performant pour les pirates. Et donc on voit bien qu'il va être appelé à se développer, prendre le contrôle de données d'entreprises cibles. Le déni de service, là encore, qui permet de saturer dans des conditions assez accessibles, on l'a vu avec des outils. Les équipements industriels seront certainement un des éléments de fragilisation forts. Et donc là aussi, se poser la question, quels sont les actifs numériques que j'ai ? Quelles sont les données qui y transitent ? Quelles sont celles qui pourraient mettre en danger l'écosystème avec lequel je collabore ? Et enfin, le mobile, il est donné, et c'est un concentré de données importantes, de données critiques. Pourquoi ? Parce que, vous le dites, les utilisateurs que nous sommes, lui confions notre géolocalisation, nos contacts, éventuellement un certain nombre d'identifiants sur des plateformes sociales ou sur des services bancaires. On voit bien que c'est un concentré de technologies particulièrement exposé. Enfin, dans cette question de la réponse qu'on va essayer d'apporter, c'est de faire en sorte que l'ensemble des dimensions numériques soient prises en compte.
une prise en compte à partir de cette sécurité périmétrique, évidemment, faire en sorte qu'il y ait une analyse fine de ce que peut être un comportement anormal quant aux utilisateurs, faire en sorte qu'on ait des alertes pour intervenir le plus en amont possible, et faire en sorte que justement, faute d'avoir pu empêcher l'attaque, on ait pu la détecter dans les meilleures conditions, qu'elle soit circonscrite, et par des activités de conseil opportunes, faire en sorte qu'on puisse retourner à une situation normale. Et enfin, il faut investir dans la compétence, dans l'analyse, comprendre le mode opératoire de ces logiciels malveillants. C'est le rôle du CERT, c'est le rôle du laboratoire d'épidémiologie, de passer du temps à disséquer de manière clinique le mode opératoire, l'intention de celles et ceux qui ont construit ces outils malveillants. Et donc, on va avoir cette réponse adapté là encore à chacune des étapes que l'on va vouloir installer. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce sera justement l'occasion de dire qu'on est ouvert et on encourage cette valorisation de l'information sous forme numérisée en termes de création de valeur, mais de le faire dans un univers de confiance qui n'est pas contraignant dès lors qu'il est intégré dès l'origine justement dans l'amélioration et dans la conception des services offerts aux entreprises, aux administrations et également aux particuliers que nous sommes. Je vous remercie.